Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Diplomatie dans ce journal avec deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Les ambassadeurs turcs et allemands ont présenté leur lettre de créance ce mardi au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Vous les découvrirez dans ce journal. Face au changement climatique, la CEDEAO opte pour l'agroécologie pour une agriculture résiliente. Mais avant, on pense à une transition tout en douceur, transition qu'il faudra financer. Et puis, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la médecine traditionnelle? C'est autour de ce thème que des candidats ont concouru pour le prix d'éloquence Excellence d'AFRA, édition 4. Vous découvrirez les lauréats dans ce journal. Voilà pour les titres et nous débutons avec la cérémonie de présentation de l'aide de créance ce matin à la présidence de la République. D'abord, c'est la nouvelle diplomate turque qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Madame Kilik Muterbeg représente désormais le gouvernement d'Ankara au Togo et devra œuvrer pour le renforcement du partenariat entre les deux pays. Vous découvrez maintenant la diplomate turque avec Ramdan Bassina. Les liens diplomatiques entre la Turquie et le Togo sont fructueux et dynamiques dans des domaines variés. La nomination de Mme Kilik Muteber comme nouvelle ambassadeur de la République de Turquie près la République du Togo est un autre bon signe. Madame Kilik Muteber, 52 ans, a servi en tant que conseillère des affaires étrangères près l'ambassade de Turquie à Moscou, consul général de Turquie au Kazakhstan, puis première conseillère à l'ambassade de Turquie à Tbilissi, en Géorgie. Elle compte bien, en présentant ses lettres de créance au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, renforcer cette coopération bilatérale au bénéfice des deux États. Nous avons eu un petit échange au cours duquel on a essayé de voir quels sont les domaines de coopération que nous pourrons développer. Le Togo, bien sûr, occupe une place particulière. Avec l'ouverture de nos ambassades réciproques en 2021 et 2022, nos échanges se sont intensifiés. Au niveau commercial, le volume des échanges était à peu près de 128 millions de dollars en 2021 et ce volume d'échanges a atteint presque 200 millions de dollars à la fin de l'année dernière. Et donc il y a un potentiel important qu'on pourrait développer davantage. Et donc tout ce bilan nous permet d'avoir un tableau très positif, mais on pourrait faire davantage. Et donc avec son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, on a échangé aujourd'hui comment on pourrait développer davantage ces relations. Et je suis prête à faire tout le nécessaire pour pouvoir développer nos rapports avec le Togo, avec le soutien des autorités togolaises. Plusieurs accords lient Lomé à Ankara. Parmi ceux-ci, le protocole d'entente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, l'accord d'exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports officiels, puis le mémorandum d'entente relatif à la coopération entre le ministère des Affaires étrangères togolais et l'Académie diplomatique de Turquie. Même mission, quasi même mission donc pour le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Togo en remettant ses lettres de créance au président de la République ce matin. Le diplomate Dr Claudius Fischbach s'est dit prêt à œuvrer pour rapprocher son pays du Togo. Ramdan Bassina. Son Excellence Fischbach Claudius, âgé de 63 ans, est le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près la République togolaise. Il est titulaire d'un doctorat en histoire en langue anglaise et en philosophie. Dr Fischbach a occupé de nombreux postes à Téhéran, Washington, Rabat entre autres. Son dernier poste fut celui d'ambassadeur près le Qatar.
D'excellentes relations d'amitié et de coopération sont entretenues entre le Togo et l'Allemagne. Elles s'inscrivent dans les domaines techniques, financiers, économiques, commerciaux, la décentralisation et l'enseignement professionnel, entre autres. Le diplomate compte bien capitaliser les relations entre Berlin et Lomé et impulser ce dynamisme en présentant ses lettres de créance au chef de l'État Faure Essozumna Gnassingbé. C'est un honneur d'être ici et de représenter mon pays auprès du Togo. Je pense que c'est une excellente opportunité à ce stade de ma carrière de vivre en Afrique, de vers le monde par le prisme de ce continent et d'entendre mieux la situation, les désirs, les vœux, les espoirs du peuple et du gouvernement de Togo. Et je sais évidemment que l'Allemagne et le Togo sont particulièrement liés par l'histoire. Des rencontres périodiques se tiennent tous les 2 ans pour définir les programmes de leur coopération. L'axe Lomé-Berlin reste solide et les 2 chefs d'État s'engagent à œuvrer au raffermissement de leurs liens. Évoquons à présent la problématique du financement des recherches et innovations. Seulement 0,22% du PIB du Togo y est consacré. Une situation qu'il faudra corriger selon les participants au salon de valorisation des résultats des recherches et d'innovation Savary à l'université de Lomé. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Le Togo est doté d'abondantes ressources minières telles que le phosphate, le fer, le calcaire, le manganèse et bien d'autres encore. Il abrite parmi ses 8 millions d'habitants une jeunesse dynamique porteuse d'innovations technologiques dans divers secteurs d'activité. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour libérer le plein potentiel en matière de recherche et d'innovation, le pays peine à en tirer des bénéfices substantiels en raison d'un manque de financement et de l'absence de mécanismes structurels et pérennes. Conscient de ce défi, le gouvernement accorde une priorité à la mise en place d'un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation. Le mécanisme d'appui aux politiques de recherche et d'innovation fait l'objet d'examens approfondis par les parties prenantes visant à assurer une exécution optimale. C'est un programme qui soutient les pays à mener des expertises. C'est ce travail-là qui va être fait. Et le groupe des experts, l'équipe des experts, l'équipe MSP ou encore l'équipe nationale va travailler sur tous ces aspects-là et faire des recommandations. C'est après cela que le Togo ou l'État ou le gouvernement verra comment mettre en application ces recommandations pour qu'on ait un fonds pour soutenir la recherche et l'innovation. L'enjeu majeur réside dans la fourniture d'un guide d'orientation au pouvoir public pour la création de ce fonds. Un programme soutenu par l'Union européenne, issu de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, visant à scruter chaque étape de ce processus. On a besoin d'une étude de faisabilité. Comment on met le fonds en place? Qui gère le fonds? Qui met de l'argent là-dedans? Comment on distribue ces fonds pour que les gens puissent avoir accès à ces fonds? Quel est le système de redevabilité? C'est-à-dire, je prends de l'argent, mais je fais le travail, mais je dois rendre compte à la nation togolaise. Comment on le fait? Environ 6 à 7 mois seront nécessaires pour mettre en œuvre ce service qui contribuera grandement à la réalisation des objectifs fixés dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ce pas en avant est essentiel pour favoriser une croissance économique soutenue et un développement durable du pays. La CEDEAO a commandité en 2020 une étude sur les mécanismes de financement de la transition agroécologique dans la sous-région ouest-africaine, et ceci pour renforcer le secteur agricole et consolider ainsi la sécurité alimentaire dans l'espace. Les acteurs du monde agricole de l'espace communautaire, justement, sont réunis à Lomé pour étudier et valider le dit document. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madji à Capo. La transition agroécologique, un enjeu majeur pour garantir une demande alimentaire de plus en plus croissante. Une demande à laquelle doit satisfaire la production locale. Pour y parvenir, la CEDEAO a commandité une étude sur les mécanismes de financement de la transition agroécologique dans son espace.
Le document est ici soumis aux acteurs impliqués dans le domaine agricole pour validation. Nos grands-parents pratiquaient une forme d'agriculture qui alliait les besoins de la nature, les besoins humains. Il y avait une sorte d'équilibre. Avec la modernisation des systèmes agricoles, on a eu tendance, dans la recherche du profit au maximum, à faire une intensification qui ne tenait pas compte de la durabilité des sols et de l'harmonie des systèmes de production dans les pays. Ce qui a amené parfois à la destruction des forêts, à la destruction des écosystèmes. C'est fort de ça que, en plus des effets des changements climatiques, que nous avons initié au niveau de la CEDEAO dans le cadre de la politique agricole, d'aller vers une stratégie régionale sur l'adaptation des systèmes agricoles par rapport au changement climatique. Et l'agroécologie est un outil pour y arriver. Et donc nous avons évolué depuis 2015 par des stratégies qui ont été adoptées et ensuite par la mobilisation des ressources. Nous avons fait des études pour regarder un peu quels sont les systèmes de financement qui existent et quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre pour accompagner les producteurs. Le gouvernement togolais table sur une agriculture durable et résiliente qui nourrit son homme. Le renforcement du secteur agricole par divers projets et mécanismes traduit cet engagement. Au Togo, ici, des initiatives sont entreprises dans le cadre de l'agriculture pour que nous puissions faire une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Je peux citer par exemple l'interdiction de la déforestation. Et dans le cadre de la mise en œuvre des APP également, il est prévu de faire un reboisement compensatoire pour remplacer les arbres qui sont détruits par l'aménagement des zones agricoles planifiées. Une fois validée, l'étude sur les mécanismes de financement de la transition agroécologique dans la CEDEAO va servir à enrichir les recommandations afin d'alimenter le plaidoyer au niveau des institutions financières, tant au niveau national que régional. L'Agence nationale de la cybersécurité mène une campagne de sensibilisation à travers le pays. L'ANSSI va ainsi à la rencontre des autorités locales, des responsables des services déconcentrés et de la société civile pour les sensibiliser sur les enjeux de la cybersécurité. Les étapes de Bassar et de Pagoudam avec la correspondance de Nestor Mozo. Cette dernière décennie au Togo est marquée par un essor considérable des technologies de l'information et de la communication. Cet essor n'est pas que bénéfique, il est aussi source de cybermenaces. Pour prévenir ces menaces liées à l'utilisation de l'outil informatique, le gouvernement a mis en place en février 2019 l'ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité, et en juillet de la même année, la société CDA Cyberdéfense Africa, le bras technique et opérationnel de l'ANSSI, après l'adoption en 2018 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. L'ANSSI a initié une campagne de sensibilisation. Dans la région de la Kara, ce sont les préfectures de Bassar et de Labina qui sont touchées. À la rencontre avec l'ANSSI, les participants sont venus avec des attentes. J'espère qu'à la fin, nos attentes seront résolues, c'est-à-dire mettre tous les garde-fous autour du net pour mettre hors ces arnaqueurs qui sont dans le système de l'Internet, qui essaient de mettre les bâtons dans les roues de la population. Notre entente, c'est à la fin de cet atelier d'aller sensibiliser la population pour doubler plus de vigilance, pour lutter contre la cybercriminalité. Par ces rencontres, l'ANSSI permet aux participants issus de l'administration et de la société civile de mieux maîtriser l'institution, ses objectifs et ses missions. Il s'agit aussi de les entretenir sur les enjeux de la cybersécurité. Le principal risque sur Internet, c'est la cybercriminalité. Certains, par exemple, ils veulent simplement voler vos données. Et quand ils les volent, qu'est-ce qu'il fait? Il vous les revend. Il peut, par exemple, vous appeler pour vous dire « j'ai telle donnée vous concernant, vous devez payer ». Les objectifs poursuivis par les cybercriminels sont très variés. C'est du plus simple dans notre pays, par exemple, où c'est plus les arnaques, au plus compliqué. Aujourd'hui, au plan international, il y a des gens qui en ont fait un métier. La campagne de sensibilisation vise aussi à outiller les participants sur les bonnes pratiques pour limiter ou contenir les attaques. Nous devons avoir des astuces, de bonnes astuces de sécurité, c'est-à-dire premièrement avoir de bons mots de passe au niveau de nos applications. Des mots de passe d'au moins 12 caractères. Et ces 12 caractères-là doivent comporter des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. À part ça, nous devons aussi faire de mises à jour régulières
de nos applications et éviter surtout de télécharger des applications craquées. Au niveau de nos comptes T-Money et Flouz, nous devons cesser de partager nos codes PIN. Les codes PIN sont faits pour être secrets et confidentiels. À Bassar comme à Pagouda, les préfets de Bassar et de Labina ont témoigné leur gratitude à l'ANSI pour sa démarche. Une démarche qui appelle à bâtir une véritable coalition nationale pour promouvoir la cybersécurité, facteur clé pour la croissance de l'économie numérique. Hors du Togo, Aderna, ville la plus touchée par les récentes inondations meurtrières en Libye, la colère monte au sein de la population. Une semaine après le drame, les rescapés accusent les autorités d'incompétence pour retrouver les corps et prendre en charge les sinistrés. Devant la mosquée de Derna, la colère a désormais pris le pas sur la tristesse. Après les inondations meurtrières qui ont dévasté la ville, les habitants exigent des comptes. Tous pointent du doigt les autorités de l'Est, incarnées par le Parlement et son chef Aguila Saleh. Nous demandons que les responsables soient punis, qu'ils soient arrêtés. Ce sont ceux qui dirigeaient la ville, même s'ils n'étaient pas qualifiés pour. Ceux qui ont été nommés alors que les habitants les rejetaient. Les demandes de la population ne sont pas entendues par les députés et les politiciens ont malheureusement nommé quelqu'un qui ne cherche qu'à nuire à la ville. C'est pourquoi les gens ont protesté. Les habitants demandent aussi la mise en place d'un bureau de soutien de l'ONU et au début du processus de reconstruction. Quelques heures après la manifestation, le chef de l'exécutif dans l'Est a dissous le conseil municipal de Derna et ordonné l'ouverture d'une enquête. Dans la ville ravagée, les secouristes déterrent toujours les corps des victimes et cherchent les disparus. Des milliers d'habitants manquent toujours à l'appel, faisant craindre un bilan bien plus lourd. L'ONU redoute aussi l'éruption de plusieurs problèmes. Étant donné la nature et l'envergure de la tragédie, nous sommes très inquiets des conséquences sanitaires et de la propagation potentielle des maladies liées à l'eau, car les sources d'eau et les réseaux d'égouts ont été gravement endommagés. Nous sommes préoccupés par le fait que les eaux de crue ont déplacé les mines terrestres et les restes de guerre non explosés. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est déchirée entre deux administrations, l'une à Tripoli, l'autre dans l'Est. La catastrophe a permis de mettre de côté les rivalités dans le pays. D'importantes aides et des équipes de secours ont ainsi été envoyées depuis Tripoli vers les zones sinistrées. Au Maroc, également endeuillé par un autre drame, les survivants du séisme tentent tant bien que mal de reprendre une vie normale. Pour les enfants, pour les aider, une aire de jeu a été aménagée et va permettre donc aux enfants d'oublier tant soit peu le traumatisme vécu il y a quelques jours. Les travaux ne sont pas encore terminés, les équipements pas tous installés, mais ils suscitent déjà la joie des enfants. Je suis tellement heureuse de ce qu'ils font pour nous. Ils construisent tellement de jeux pour nous rendre heureux. Nous remercions l'organisation qui fait ça pour nous. Le leader mondial du phosphate, le géant marocain OCP, construit une aire de jeu dans le camp de déplacés d'Amizmiz. Au pied du Haut-Atlas, elle est l'une des villes les plus durement touchées par le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre. Fatim Zahra, 11 ans, était chez elle lorsque la terre s'est mise à trembler. C'est difficile d'oublier, très difficile. J'étais seule dans ma chambre, j'allais faire mes devoirs quand j'ai senti quelque chose trembler. J'avais tellement peur, j'étais tellement choquée, je pensais que c'était le jour du jugement dernier. Sa maison est aujourd'hui inhabitable, elle risque à tout moment de s'effondrer. C'était ici, j'étais à l'intérieur quand le mur tombait de l'autre côté. La fillette vit désormais sous une tente, avec ses parents et ses frères et sœurs, tous miraculés, mais traumatisés. Leur père espère que jouer leur fera oublier. Ma fille est malade à l'intérieur après ce qu'il s'est passé. Ce terrain de jeu lui rendra la vie plus agréable. Avant la construction de ce terrain de jeu, nous avions peur que nos enfants soient kidnappés. Au moins ici, nous pouvons les voir tous ensemble. Selon l'UNICEF, sur les 2 millions de personnes vivant dans les zones fortement touchées, près de 700 000 sont des enfants. Environ 100 000 d'entre eux ont été affectés par le séisme.
Et parlons toujours des enfants, de l'aide aux enfants. L'opération rentrée scolaire solidaire a été lancée au Togo, à Badou, dans le Wawa. Opération menée par le ministère en charge de l'action sociale. Ce programme du chef de l'État démarré depuis 2010 va toucher cette année plus de 6 000 élèves démunis. Le point avec Sylvain Abdou. Des kits scolaires pour appuyer l'éducation des enfants, surtout les plus vulnérables, a entamé avec sérénité la rentrée académique 2023-2024. C'est un geste du chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe, qui chaque année vient au secours des plus démunis visant à favoriser leur scolarisation. L'opération, lancée ici à Badou dans le Wawa, va toucher 100 filles et 80 garçons des 3 communes de la dite préfecture. Je tiens à remercier au nom des bénéficiaires, Monsieur le Président de la République, pour votre acte de générosité. Que Dieu vous bénisse. C'est un ouf pour beaucoup de familles, surtout les familles démunies. Nous allons vraiment remercier le chef de l'État. Nous avons demandé et nous allons suivre que les parents d'élèves et les élèves utilisent à bon escient ces kits scolaires. L'opération rentrée scolaire solidaire est menée chaque année par le chef de l'État à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Environ 6 000 enfants sur toute l'étendue du territoire vont bénéficier de ce don du président de la République. Ces moments pré-rentrée constituent des moments de soucis et des défis pour les parents d'élèves qui n'ont surtout pas les moyens ou qui sont des familles vulnérables. C'est dans ce cadre que le chef de l'État lui-même a autorisé le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation à initier une rentrée scolaire solidaire depuis 2010. Et ce projet consiste à apporter des appuis en fourniture scolaire et en matériel didactique aux élèves démunis. L'ambition, c'est d'assurer une éducation de qualité aux apprenants pour mieux répondre à la politique du chef de l'État, celle de ne laisser aucun enfant de côté lorsqu'il s'agit de l'éducation. D'où ce geste pour permettre également aux démunis et aux plus vulnérables de retrouver le chemin de l'école. Actualité politique avec le 4e congrès du parti l'Union des nationalistes pour le travail UNT. Un nouveau bureau de 8 membres a été élu à l'issue du congrès. Il sera chargé de redynamiser le parti pour les prochaines échéances électorales. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Le tout nouveau président du parti politique l'Union des nationalistes pour le travail UNT se nomme Bodiona Kabrechuka. Ce nouvel exécutif, composé de 8 membres, a émergé du congrès ordinaire. L'ambition de l'UNT est d'incorporer les jeunes au sein de cette nouvelle direction, marquant ainsi un tournant majeur vers des résultats concrets. Le parti UNT, qui est né en 1993, nous sommes en train de faire le 4e congrès, et juste pour affûter nos armes pour les élections à venir. Il y a les régionales et les législatives qui vont arriver incessamment. Parti UNT, nous, nationalistes, nous pensons que le moment est venu de se retrouver et de se rechausser et de voir comment, de se ressourcer aussi pour retourner sur le terrain. Si nous sommes déterminés, nous aurons la victoire. 30 ans après sa fondation, le dirigeant principal de l'Union des nationalistes pour le travail, UNT, réitère leur engagement indéfectible envers des valeurs d'intégrité et de dévouement. Les membres actifs de l'UNT sont résolus à jouer un rôle actif dans la gestion de la cité, en harmonie avec leurs principes idéologiques. De l'éloquence en médecine, c'est l'essentiel du concours Excellence d'Afra de cette année. Il a mis aux prises plusieurs candidats autour du thème « L'intelligence artificielle a-t-elle une place dans la médecine traditionnelle en Afrique ?» Les détails avec Arwifang Tougan et Yasmine Kodia. Le terme intelligence artificielle désigne l'ensemble des théories permettant de donner aux machines la capacité de penser et d'agir. Komlan Mathias Tissot, étudiant en médecine, a conquis le concours d'excellence d'Afra-Fama lors de sa 4e édition. Avec une voix envoûtante,
Un discours percutant et une présence scénique inégalée, Mathias a éclipsé la concurrence et a obtenu un score impressionnant de 37,33, reléguant son poursuivant à plus de 2 points derrière. Je suis débordé de joie. Ça n'a pas été facile de devenir aujourd'hui champion de d'Afra Excellence. Derrière cette victoire, il y a déjà eu beaucoup d'échecs. Et j'ai pris en compte le conseil de tout le monde. Les autres n'ont pas démérité. Et nous avons tous suivi une formation. Et il était de notre devoir de mettre en pratique ce qui a été dit dans la formation. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué avec les émotions, j'ai joué avec les mots. Cette soirée de récompense, impulsée par les pionniers, brille comme un hommage à l'ingéniosité médicale et à la dédicace des professionnels de la santé, mettant à leur disposition des produits d'une qualité irréprochable. On peut retenir des candidats valeureux, des étudiants motivés à l'idée d'embrasser l'excellence, non seulement dans ces concours, mais également dans leur vie de chaque jour. Pour DAFRA, c'est notre façon à nous de participer à la formation de l'émergence d'une élite médicale. Le jury a été composé uniquement que de membres jeunes chambres qui s'y connaissent, qui ont jugé de la pertinence du message qu'a véhiculé les différents candidats ici. Nous sommes satisfaits et cette année est un peu unique en son genre. Il y a une moto qui a été mise en jeu. Un geste empreint de la volonté d'embellir la vie de la population et de favoriser l'épanouissement de ces héros de la santé. Dans le souci d'assurer un allègement fiscal sur la mise à la consommation des véhicules en souffrance sous douane en ces moments de vie chère et afin de décongestionner les parcs auto pour inciter aux nouvelles commandes de fin d'année, le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR porte à la connaissance des opérateurs économiques qu'il est institué du 20 septembre au 20 décembre 2023 un taux de dépréciation de 30% sur les valeurs des véhicules de plus de 5 ans d'âge, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales. À cet effet, il est demandé à toutes les personnes bénéficiant de la présente mesure de dépréciation de valeur de faire valoir leurs droits au plus tard le 31 décembre 2023 par la liquidation et le paiement effectif des droits dus. Passé cette date, la dépréciation accordée sera automatiquement annulée. Le commissaire général compte sur le civisme fiscal de tous pour l'application correcte de cette mesure. Pour la 6e fois, les Adigo et alliés ont célébré leur fête identitaire Bakatoué à Nézan. Cette année, les fils et filles Mina ont choisi de repartir sur les traces de leurs ancêtres. Clarisse Aticlet pour les précisions. L'essentiel de la culture et la tradition du peuple Mina est célébré à travers Bakatoué à Nézan. Cette fête identitaire rappelle les origines des peuples Adigo et alliés, El Mina, dans le Ghana. Aujourd'hui, Anéro regorge de plusieurs cultures. 3 royaumes y cohabitent, à savoir les Adigo, les Lolans et les Guins. Il est question de mettre ensemble ces 3 trônes pour le développement d'Anéro. Le pluralisme culturel est une richesse, mais cette richesse se traduit par le vivre ensemble, dans le respect strict des valeurs traditionnelles de chaque groupe. Donc c'est une prise de conscience que nous voulons inculquer aux générations montantes pour leur permettre de savoir d'où ils viennent, tout en cohabitant avec les autres, parce qu'on est condamné à rester ensemble. Devenu une tradition depuis 2016, sur initiative de Nana Ané au Unicon Kwamdessou 15, Bakatoué à Nézan est à sa 6e édition. Symbole du nouvel an chez les Guins, cette fête est l'occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance aux divinités à travers des offrandes. Les prières leur sont également adressées pour la paix au Togo et pour que l'esprit de compréhension règne entre les filles et fils d'Anéro, appelés à suivre les traces de leurs ancêtres. On nous demande de mettre nos pas dans les pas de nos ancêtres. Et ils ont balisé le chemin à nous de poursuivre.
l'œuvre commencée. Nous qui nous considérons comme venant de l'ancien Golgos, nous sommes nombreux, mais chacun a sa culture, chacun a son identité propre. Donc, mais nous devons taire cette divergence pour pouvoir nous rassembler. Nous voulons qu'il y ait l'union. Nous voulons nous rassembler à partir de maintenant. Au-delà de la célébration de l'identité culturelle des peuples Adigo et alliés, Bakatoué Anezan doit être une opportunité pour le développement du tourisme dans la belle cité d'Anéro, a rappelé le directeur de cabinet du ministre de la Culture et du Tourisme. Un concours de danse folklorique était également au programme. Le groupe Adigo Kota est sacré vainqueur avec une enveloppe de 200 000 francs CFA. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté d'Anéro dans les lacs. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. L'instant météo avec la